Bonjour à tous et merci d'être là si nombreux pour ce webinaire. Donc, avec mes collègues ici présents, on va vous parler des travaux que nous avons menés pour mettre à jour et faire évoluer la doctrine et la gouvernance du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé, le CISIS, de l'Agence du numérique en santé. Diapo suivante. Donc, dans cette présentation, on commencera par vous donner quelques définitions et le contexte et la genèse de ces travaux. Il y aura ensuite deux grandes parties. La première partie concernera la doctrine. On vous parlera dans cette partie des principes de base de cette doctrine, du cycle de vie des spécifications du cadre d'interopérabilité, de la trajectoire de l'interopérabilité adoptée au sein de l'agence et notamment vis-à-vis du standard FHIR. Puis nous ferons un focus sur la doctrine sémantique et sur une nouveauté qui est la doctrine de la connaissance médicale. La deuxième partie va concerner la gouvernance du cadre d'interopérabilité. On vous parlera de la nouvelle comitologie et des nouveaux membres de cette comitologie. On vous parlera du nouveau cycle annuel de cette comitologie et enfin de la gestion et du traitement continu des demandes d'évolution des spécifications venant de l'écosystème. Diapo suivante. Donc, on rentre tout de suite dans le vif du sujet, les définitions. Donc, qu'est-ce qu'on entend par doctrine dans cette présentation et dans le document de la gouvernance? C'est l'ensemble des principes fondamentaux qui vont nous permettre, nous, à l'agence, de nous guider dans les choix en termes de standards, de méthodes et d'outils qui sont nécessaires aux enjeux de l'interopérabilité. La définition de la gouvernance du CISIS, c'est l'ensemble des processus organisationnels, des interactions entre les acteurs de ces organisations et des règles métiers qui vont nous permettre de mettre en œuvre la présente doctrine. Alors, le contexte et la genèse de ces travaux, ce qu'il faut savoir, c'est que la doctrine et la gouvernance actuelle de l'agence ont été mises en place depuis 2016 et nécessitent d'être mises à jour pour répondre au mieux à l'évolution des besoins de l'écosystème, que ce soit à l'échelle nationale en France ou internationale, notamment, je pense à l'Europe. Donc, sous réserve de capacité, notamment par rapport au vote du budget de l'État, pour mettre en œuvre ces évolutions, tout ou partie de ces évolutions, en tout cas, se feront courant 2025, après concertation publique. Donc, on vous parlera de la concertation également au cours de cette présentation. Les évolutions que nous allons vous présenter se feront, les travaux que nous allons mener pour faire évoluer la doctrine et la gouvernance du CISI sont pour objectif principalement d'industrialiser la prise en charge des besoins d'interopérabilité de l'écosystème, de renforcer les échanges avec l'écosystème, de mettre en place une gouvernance plus agile, adaptée et adaptable aux besoins de l'écosystème, et enfin de définir les grands axes d'évolution en matière d'interopérabilité. Les principes de base de la doctrine du CISIS, ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette doctrine, on retrouve une doctrine syntaxique, une doctrine sémantique et une doctrine de la connaissance médicale. Et ces trois doctrines à l'agence se basent sur un socle commun de principes qui nous ont guidés dans le choix des outils et méthodes et standards pour les spécifications que nous publions. Donc, ces principes communs sont les principes FAIR, FAIR pour Findable, Accessible, Interoperable et Reusable. Donc, pour faire simple par rapport à ces principes-là, c'est tout ce qui est en lien avec l'utilisation des bonnes métadonnées, des bons modèles de données, des bons standards et des bonnes technologies que nous allons aborder dans nos spécifications. Un autre ensemble de principes de base à laquelle la doctrine du CISIS adhère est l'ensemble des principes du mouvement Open Data. En résumé, l'idée est que l'ensemble des spécifications que nous publions à l'agence sont en accès libre pour tous, sans aucune restriction légale, ni financière, ni technique. Cet ensemble de principes rejoint également les principes issus du cadre juridique de la loi du 7 octobre 2016, appelée pour une république numérique. Donc, ces principes-là en fait, on retrouve dedans les principes FAIR et les principes du mouvement Open Data contextualisés à la France. Enfin, le dernier ensemble de principes que les spécifications de l'agence adhèrent, c'est les principes qui sont en lien avec les bonnes pratiques d'ingénierie logicielle. En résumé, c'est le fait que les publications que nous, les spécifications que nous publions sont en conformité avec les principes de base de conception, d'architecture et de développement logiciel. Je laisse la main à mon collègue.
Merci Abdelali. Bonjour à tous. On est 36, donc c'est super. Je m'appelle Nicolas Riche, je suis expert interopérabilité à l'agence, surtout sur les sujets Fire, et je suis représentant HL7 France. Et donc, je vais vous parler de cette partie cycle de vie. Donc, on a travaillé sur la mise en place d'un cycle de vie des spécifications pour donner vraiment une visibilité à notre écosystème de ce que on considère mature ou non pour une spécification. L'idée, c'est vraiment d'avoir une meilleure visibilité de l'écosystème de la spécification et de savoir où on en est sur nos réflexions. Ce cycle de vie, ce groupe de travail que l'on a mené en interne, a résulté en une définition et un schéma de statut de maturité, avec associé à chaque fois des critères de maturité et de qualité qui sont définis du coup dans le guide, dans le document de la doctrine et de la gouvernance que vous pouvez accéder en scannant sur ce QR code en haut à droite. Et également les définitions des métadonnées à une spécification. Donc les métadonnées, ça va être quels standards sont utilisés, pour quel cas d'usage, etc., etc. C'est une dizaine de métadonnées. Pour vous faire un petit focus sur les statuts de maturité associés à une spécification, on en a établi quatre. Donc, le premier, c'est draft ou brouillon. Le deuxième, c'est public comment ou pour commentaire. Le deuxième, c'est for implementation, trial implementation. Et le dernier, c'est final text ou final. L'idée de ces statuts de maturité, c'est dans le cycle de vie d'une spécification, en fait, la spécification va évoluer en maturité et elle va suivre tout un schéma, en fait, tout un chemin de statuts au fur et à mesure. Donc, au début, quand on va commencer à travailler dessus à la NS, quand on va commencer à avoir les inputs terrain, donc les experts fonctionnels qui vont nous dire quels sont les besoins d'échange, on va commencer à travailler sur la spécification et à ce moment-là, elle va être en draft. Une fois qu'on est satisfait d'une première version et qu'on se dit qu'elle est prête pour publication côté ANS, on va la mettre en concertation et là, elle va atteindre le statut public comment. Ensuite, une fois que la concertation est passée, qu'on a pris en charge les retours potentiels de la concertation, on va faire la première publication qui sera appelée for implementation. Ensuite, lors des prochaines itérations, je pense que vous savez bien qu'une spécification, ça évolue en permanence, qu'il faut à chaque fois l'adapter, créer des nouveaux cas d'usage, réparer des erreurs, etc., etc. Dès que l'on va rentrer dans un nouveau cycle d'itération pour mettre à jour la spécification, on va repasser un statut draft brouillon sur la version qui est en travaux. Une fois qu'on est satisfait, on va repasser sur une concertation qui peut être une évolution majeure ou mineure. Et enfin, on va publier. Et là, il y a deux cas possibles. Soit le créateur de la spécification juge que celle-ci est mature, elle a été déjà implémentée au niveau national, qu'on a pas mal de retours sur son implémentation, on va la passer en final text. Par contre, si on fait des grosses modifications, des modifications majeures, ou bien que la spécification n'est pas encore stable, suffisamment mature, on va la laisser en for implementation. Et il est important de noter aussi qu'une spécification qui est en final text, potentiellement, elle peut revenir en final implementation. Dans le cas, par exemple, où on change de standard, où on change de version de standard et qu'on fait des grosses modifications sur une spécification. Donc, à ce moment-là, on peut repasser en for implementation. À noter que je ne l'ai pas cité dans cette slide, mais une spécification peut aussi être dépréciée, rendue obsolète, par exemple, si un standard est déprécié et qu'on passe à un nouveau standard. Merci Loïc. Tu peux passer. Quel est l'intérêt de tout ça? Une gestion des versions propres et claires pour tout le monde. L'idée de la gestion des versions à l'ANS est d'accéder à la version courante, quel que soit son statut de maturité, et à l'ensemble des versions historiques à n'importe quel moment. Vous pourrez accéder du coup sur le guide d'implémentation à la version courante qui est publiée actuellement et l'ensemble des versions historiques. Et également, une autre que je n'ai pas précisée, c'est la version qui est un peu draft, qui est en intégration continue, sur laquelle on est en train de travailler pour voir en direct toutes les modifications que l'on est en train de faire. Tout ça, ça a beaucoup d'intérêt. Tout d'abord pour les implémenteurs,
parce que ça permet d'avoir une certaine liberté sur la roadmap de migration vers la version courante de la spécification. Donc l'idée de l'implémentation pour l'implémenteur, c'est de toujours aller vers la spécification la plus à jour, la dernière publiée, mais tout le monde n'a pas la même roadmap et tout le monde n'a pas forcément le temps et la même maturité pour évoluer vers la nouvelle version. Donc l'idée, c'est vraiment de laisser la main à l'éditeur de pousser vers la dernière version. De la même manière, ça permet à l'implémenteur de connaître la maturité associée à chacune des versions données pour savoir si potentiellement il y a des risques, qu'il y ait des choses qui ne soient pas totalement couvertes et des risques qu'il y ait plus d'erreurs à remonter sur le niveau de la spécification. Côté auteur de la spécification, donc de notre côté, il y a aussi un grand intérêt, c'est qu'une fois une spécification est publiée dans une version, on peut toujours la mettre à jour pour des questions d'adaptation au contexte international, pour corriger les erreurs, tout en laissant les dernières versions toujours accessibles. Donc voilà, et ça permet également de cibler une version donnée de la spécification pour, euh, pour, euh, une, euh, pour, euh, pour une régulation ou pour une API nationale donnée. Un autre point important sur la gestion des versions, c'est que on peut créer des outils de validation de conformité, surtout pour Fire, qui visent une version donnée d'une spécification. Donc, sur les outils de test, on pourra dire, teste-moi cet ensemble de ressources, teste-moi la conformité à ces profils par rapport à ce guide d'implémentation à une version donnée. Et donc l'idée de tout ça, c'est vraiment de sensibiliser l'écosystème sur les multiples itérations nécessaires pour obtenir une spécification mature de qualité. Et c'est indispensable, surtout avec un contexte international qui évolue très vite, notamment vis-à-vis de Fire, avec plein de spécifications qui arrivent au niveau de l'espace européen des données de santé. Donc on va le voir tout de suite, il me semble. Voilà. Donc maintenant, on va parler de la trajectoire interopérabilité avec un focus Fire pour commencer. Donc, ce groupe de travail avait pour objectif de définir cette trajectoire en prenant en compte les contraintes internationales telles que les évolutions des standards ou des spécifications européennes, parce que effectivement, donc la Commission européenne travaille de plus en plus sur l'interopérabilité pour avoir une interopérabilité européenne et faciliter le partage de la donnée au sein des différents pays membres. Donc, le résultat de ce groupe de travail a mené vers une trajectoire syntaxique et sémantique. On a également détaillé la transition de Fire Document parce que vous savez bien qu'il y a un énorme historique, une énorme utilisation du standard CDR en France et que la Commission européenne vise plutôt l'utilisation du Fire Document. Donc, on est en train de réfléchir à cette transition Fire Document qu'on a exposée du coup dans cette trajectoire. Et enfin, cette trajectoire syntaxique contient aussi le choix de la version de Fire qui a été déterminée début 2023 avec Interop Santé. À nouveau, vous avez le QR code en haut à droite pour avoir vraiment la version officielle avec toutes les données qui est actuellement en concertation, ouverte à tous les commentaires et on- on serait ravis d'avoir tous vos commentaires, positifs ou négatifs, surtout positifs. Euh, donc, l'idée de la trajectoire globale l'idée de la trajectoire globale Fire, c'est de capitaliser avant tout sur l'existant en améliorant sa qualité. Donc, on a déjà pas mal de spécifications au sein de l'ANS et au sein d'Interop Santé. Donc, l'idée, c'est vraiment de l'améliorer au fur et à mesure et d'anticiper, suivre et communiquer sur les travaux internationaux. Donc, l'idée, c'est vraiment d'anticiper l'avenir, de, de vraiment faire maturer l'existant et d'anticiper du coup la trajectoire. Sur le côté des versions Fire, donc actuellement, la dernière release, c'est Fire R5. Actuellement, en France et dans le monde, c'est surtout R4 qui est utilisé. Donc, le compte-rendu d'une concertation qui a eu lieu avec Interop Santé privilégie l'utilisation de Fire R4 et d'éviter au maximum, autant que possible, la version R5 qui n'est pas beaucoup utilisée. Donc la cible, c'est vraiment de se diriger vers Fire R6, dont la date de publication n'est pas encore connue, mais ça sera probablement aux alentours de 2026 ou 2027. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est vraiment pour éviter d'une part une double transition, donc passer de Fire R4 à R5 et de recommencer la transition Fire R5 à R6 qui ferait perdre du temps et de l'argent à tout le monde. Et aussi, avant tout, éviter un fractionnement de l'écosystème, qu'une partie de l'écosystème soit en R4 et une autre partie soit en R5.
Donc, pour finir sur les priorités 2025, les conclusions, donc ça reste une montée en compétences et une acculturation des développeurs et chefs de projet aux bonnes pratiques d'usage de Fire. Donc aujourd'hui, on a, je crois, une dizaine de certifiés Fire en France, et une vingtaine de certifiés HL7 en tout, contre plus de 800 en Espagne, par exemple. Donc on peut faire mieux sur l'acculturation et la montée en compétences. Euh, un gros focus également sur les prochaines versions internationales à anticiper. Donc, je vous en ai déjà parlé, l'évolution vers le Fire document. Donc, l'idée, ça serait de prévoir en parallèle du CDA comme on l'a aujourd'hui, mais avoir aussi des documents en Fire pour pouvoir gérer les deux cas. Anticiper également Fire R6 et anticiper aussi le règlement européen EHDS qui donne du coup des spécifications de base pour usage en France, qui donnera des spécifications de base sur lesquelles il faudra se baser également en France. Donc, à nouveau, l'idée, c'est d'améliorer la qualité des guides d'implémentation existants grâce au retour de l'écosystème. Et enfin, avancer sur la coexistence potentielle de CDA et de Fire en prenant des outils en main tels que le Fire Mapping Language qui permet de faire la transition pour aider en fait cet écosystème vers une transition. Voilà, donc je laisse la main à, je me souviens plus de la suite, la doctrine sémantique, et c'est Yann. Merci Nicolas. Je vais vous présenter rapidement la doctrine sémantique, qui est complètement cohérente avec les grands principes énoncés par Abdelali sur le CISIS. À savoir l'utilisation de systèmes ouverts appliquant les principes du fair data, auxquels on peut ajouter les grands principes du web sémantique, c'est-à-dire que la donnée doit être disponible sur le web dans un format lisible par la machine, dans un format non propriétaire, utilisant les standards du web sémantique, le RDF, autant que faire se peut, appliquant le principe des données liées, pour rebondir de terminologie en connaissance, etc. Sur ce slide-là, je veux juste faire le focus sur l'adoption d'une norme sémantique. Euh, Donc, en complète cohérence avec la doctrine syntaxique, c'est-à-dire quand il y a une norme qui est en usage en France et en œuvre en France, on privilégiera cette norme et si besoin, on l'alignera avec des normes existant dans d'autres pays pour favoriser l'interopérabilité transfrontalière. Quand il n'existe pas de normes en France, en usage, on s'adressera principalement à une norme européenne applicable et utilisée en usage aux normes européennes. Et si il n'y a pas de norme européenne, alors là démarrera un travail d'instruction sur rechercher les terminologies de référence avec bien sûr, en concertation avec les parties prenantes de l'interopérabilité en France. Donc, slide suivante, s'il te plaît. Donc, au niveau de la trajectoire, la mission du CGTS que je représente aujourd'hui, c'est d'établir un socle sémantique de qualité pour sécuriser les échanges interprofessionnels. En mettant en qualité les publications, en développant le catalogue de ressources sémantiques vers les nouveaux cas d'usage et en essayant, autant que faire se peut, de couvrir complètement le parcours de soins, le parcours de santé des patients de manière structurée.
Donc, pour faciliter, notre doctrine est également de faciliter le travail des intégrateurs, de respecter les besoins des professionnels de santé en facilitant, en publiant nos ressources sous des formats opérationnels, en fournissant un outillage et autant que faire se peut, de réduire au maximum le nombre de normes sémantiques pour éviter d'avoir plusieurs terminologies au choix pour traiter un seul cas d'usage. Et bien sûr, ne pas travailler hors sol, participer aux gouvernances sémantiques pour une meilleure interopérabilité internationale. Par exemple, faire partie intégrante du NRC pour la publication de la SNOMED et participer aux travaux de développement de la SNOMED ou être, participer aux travaux de l'OMS sur le développement des classifications internationales de l'OMS, ce qu'est le CGTS qui participe à cette gouvernance et en plus de participer aux travaux interagences sur l'interopérabilité. Et là, le CGTS est complètement engagé avec des travaux avec la HAS, la NSM, la DSS, notamment au niveau du médicament. Donc, sur les recommandations générales de la doctrine, on peut dire donc qu'il faut des terminologies et ressources sémantiques adaptées au langage du professionnel utilisateur en interface, un réglage du niveau de complexité de la ressource sémantique en fonction du cas d'usage. Il n'est pas pour un simple échange de données en interopérabilité, il n'est peut-être pas besoin d'ontologie qui sera, elle, complètement nécessaire si on fait de l'exploitation de données pour des systèmes d'aide à la décision ou autres cas d'usage. Donc, comme je disais tout à l'instant, donc de limiter le nombre de terminologies pour des cas d'usage similaires, de privilégier des terminologies utilisables en France et à l'international, de recourir le moins possible aux alignements, et là ça rejoint le fait de ne pas avoir plusieurs terminologies pour des cas d'usage similaires. Et pour notre catalogue, pour faciliter la vie des intégrateurs, de disposer d'un métamodèle d'organisation commun à toutes les terminologies du catalogue pour faciliter la lecture, la lisibilité et l'intégration des ressources sémantiques. Donc, bien sûr, de fournir des données sous un format opérationnel pour l'utilisateur. Donc, actuellement, les terminologies sont fournies sous un format RDF, respectant les grands principes d'accessibilité et les principes de qualité du web sémantique, et de les fournir sous un format Fire pour complètement intégrer aux ressources et être associé aux ressources Fire. Et enfin, d'optimiser l'accès et la réutilisation des données avec des licences adaptées. Donc, on travaille systématiquement pour avoir les licences les plus ouvertes pour respecter le principe d'open data énoncé par Abdel Ali un petit peu plus tôt. Donc, voilà, maintenant je vais repasser la parole à Abdel Ali sur la doctrine de la connaissance médicale. Merci Yann. Une nouveauté donc, de cette doctrine du CISIS est la doctrine de la connaissance médicale, appelée aussi SICM, pour Système d'information et connaissance médicale. Alors, quel est le but de cette nouvelle doctrine? Le but, c'est de permettre de définir les outils et méthodes qui sont recommandés par l'agence à l'intention de l'écosystème pour standardiser et partager la connaissance médicale. Donc, dans cette doctrine, vous allez retrouver, entre autres, les principes qui sont spécifiques à cette doctrine. Donc, je vous ai annoncé au tout début des principes qui étaient communs aux trois doctrines syntaxiques, sémantiques et de connaissance médicale. Là, il faut savoir que chaque doctrine a aussi ses propres principes. Et pour la doctrine de la connaissance médicale, il y a un principe très important que nous avons appelé l'architecture tridimensionnelle de Rector et al. Donc, Rector et al, ce sont les personnes qui ont écrit l'article qui a le premier énoncé ce design pattern. Donc l'idée, c'est de Rector et al, c'est de dire que pour représenter de façon standard la connaissance médicale, il faut au moins 3 modèles de données. Donc un modèle d'information, un modèle conceptuel appelé aussi modèle ontologique ou terminologique, et un modèle d'inférence qui interagissent entre eux. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous nous sommes posés ça comme principe et nous avons instancié ce principe-là, cette architecture-là, en prenant en compte le fait que les 3 doctrines doivent être
doivent être logiquement interconnectées entre elles. Et donc, le choix s'est porté pour le modèle d'information sur FHIR, pour le modèle conceptuel sur toutes les terminologies que gère le CGTS via la doctrine sémantique, et pour le modèle d'inférence sur un nouveau standard qui s'appelle Clinical Quality Language, donc CQL, qui permet de standardiser l'écriture en elle-même de la connaissance médicale. Pour résumer, ce que l'agence recommande en fait pour standardiser et partager la connaissance médicale, c'est vraiment cette triplette-là, FHIR, terminologie du CGTS et langage CQL. Diapo suivante. Je laisse la main pour la gouvernance. Je vais reprendre. Donc, maintenant, passons à la gouvernance et plus particulièrement aux interactions avec l'écosystème. Donc, l'objectif de nos travaux de gouvernance a été d'impliquer beaucoup plus fortement les acteurs de l'interopérabilité tout au long des processus d'élaboration de spécifications. Et cette nouvelle gouvernance se veut vraiment transparente et plus lisible dans sa mise en œuvre, avec toujours une représentation la plus large de toutes les parties prenantes. Donc, diapo suivante. Donc, comment cela se traduit-il? Au niveau de la comitologie proposée, vous allez retrouver le comité de pilotage, le comité de concertation. On ajoute un comité d'instruction qui sera un comité de suivi qui va suivre l'évolution des spécifications, gérer les change proposals sur lesquels Sylvain va revenir dans un instant et les distinguer d'expression de besoin de vrai. Donc, le cadre d'interopérabilité va devenir plus dynamique et va pouvoir évoluer relativement rapidement pour des changements mineurs, et aussi d'appuyer et d'animer les travaux des comités et d'être donc plus réactif par rapport à l'écosystème. Donc le comité de pilotage, lui, aura son rôle décisionnel avec des missions d'orientation et de coordination de la stratégie d'interopérabilité au niveau national, aura son rôle sur la promotion de la feuille de route de l'ANS et des projets d'interopérabilité, aura son rôle sur la priorisation des besoins d'interopérabilité et bien sûr le suivi de l'avancement des projets du CISIS. Donc les membres, ce sont des grandes institutions publiques des secteurs sanitaires et médico-social avec nos financeurs, le ministère, la CNAM et la CNSA avec les deux ministères avec ses administrations centrales, et toutes les autres parties prenantes de l'interopérabilité au niveau institutionnel avec une large représentation d'instances, d'institutions comme l'ANSM, la TIH, la HAS, le HTH, l'INCA et j'en passe. Le comité de concertation, donc, qui a un rôle consultatif, mais un rôle primordial au niveau de la remontée des besoins, donc a son rôle sur la recommandation de la priorisation des besoins au niveau du COPIL et la formulation de recommandations d'orientation normative. Les membres, donc, comme je le disais, sont le plus large possible, avec les fédérations d'industriels du secteur numérique, la représentation des ordres professionnels et digiteurs du CISIS, notamment la représentation la plus large possible des professionnels de santé, et aussi donc les ARS, tout ce qui va utiliser les volets du CISIS, et également les sociétés savantes et tout organisme impliqué dans l'évolution du CISIS. Donc le comité d'instruction, lui, sera composé de membres de l'ANS et de la DNS et va, comme je le disais, va plutôt avoir un rôle de suivi et d'analyse des expressions de besoin. Slide suivante. Alors, au niveau de l'année, comment se rythme une année au niveau de l'évolution du CISIS et de la génération des expressions de besoin? Donc,
premier rendez-vous au début de l'année avec un comité de pilotage, un premier comité de pilotage qui identifie les orientations, qui commence à évaluer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre les projets identifiés et qui va assurer le suivi des projets de l'année précédente. L'année avance, on aura un deuxième comité de pilotage avec des orientations affinées grâce aux travaux continus du comité d'instruction, euh, qui va finaliser les orientations et prêt à avoir une des orientations définitives qui vont donner la lisibilité sur les priorités de l'année suivante et qui vont préparer donc le comité de concertation qui va proposer des expressions de besoins en toute connaissance de cause. À mi-année, donc le comité de concertation, puis suivi d'un comité de pilotage, de débriefing, de bilan et de priorisation, et toujours le suivi. Pendant tous ces comités, il y aura le suivi des projets en cours. Et enfin, en fin d'année, une communication vers l'écosystème et particulièrement les entreprises du numérique en santé avec la présentation des orientations pour l'année et la feuille de route d'interopérabilité de l'ANS et un bilan des projets en cours. Voilà, je repasse maintenant la parole, je passe la parole à Sylvain. Merci Yann. Donc, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous faire un petit focus justement par rapport à ce que disait Yann sur les expressions de besoin, mais également sur les propositions de changement, les change proposals, plus communément appelés ainsi. Donc, sur les expressions de besoin, donc on a essayé de revoir un peu tout ce qui était autour des expressions de besoin. L'expression de besoin s'inscrit toujours dans le processus d'élaboration des spécifications d'interopérabilité, à l'origine des développements des conditions favorables à l'interopérabilité des systèmes d'information. Mais du coup, on a voulu faire évoluer le formulaire et le processus aussi pour apporter différentes nouveautés, voire clarifications. Donc, au niveau du formulaire, alors, je ne vais pas l'exposer ici, parce qu'il y a, voilà, c'est peut-être un petit peu long, mais on a apporté des nouveautés. Dans ce formulaire, vous allez retrouver en fait plusieurs parties. Pourquoi ça bouge. Pourquoi? Eh bien, parce que on voulait un peu plus facilement identifier par rapport à ce que on a vu juste avant, les demandes qui étaient plus orientées sémantiques et ou syntaxiques et ou standardisation de la connaissance médicale. Donc le formulaire, c'est un peu plus un formulaire à tiroir. Vous allez avoir différentes parties à remplir suivant la nature de votre besoin. On a aussi apporté des nouveaux éléments, des nouveaux champs en fait pour nous permettre aussi déjà de vous permettre de mieux exprimer, retourner tous les éléments qui seront nécessaires à l'analyse et à la priorisation aussi de vos demandes. Donc, on a ajouté des nouveaux éléments, notamment pour mieux identifier les parties prenantes, mieux identifier aussi le contexte de votre besoin, par exemple s'il s'inscrit dans un programme national, on va parler tout à l'heure dans les questions, et mieux identifier aussi tout ce qui est impact, que vous pouviez évaluer en termes d'impact, mais également en termes de bénéfices, en fait, d'intérêt par rapport à votre besoin. Donc, plein de nouveaux éléments pour permettre d'exprimer votre besoin et, comme je disais, pour nous, mieux l'analyser et mieux le prioriser. Au niveau du processus, en fait, on a un peu redéfini un peu le processus pour essayer un peu de le clarifier. On a voulu aussi que sur l'expression de besoin par rapport à l'ancienne gouvernance, on a voulu vraiment cibler les évolutions majeures du CISIS. Par exemple, la création derrière, ça va se traduire par la création d'un nouveau volet. Donc vraiment quelque chose qui va, une vraie évolution conséquente du CISIS. On a voulu clarifier aussi ce process, les interactions, et surtout mieux mettre en évidence le rôle de chaque comité en lien avec la comitologie, ce que Yann vous a exposé juste avant, c'est-à-dire qu'il y aura donc un comité d'instruction qui analyse et catégorise la demande. On va avoir le comité de concertation qui, lui, va proposer une priorisation, et c'est le comité de pilotage qui, lui, va décider de la priorisation. Donc tout ça, c'est bien identifié dans le processus. Bien sûr, n'hésitez pas, après, on en reparlera, mais au niveau de la concertation, de nous faire des retours, si vous voyez des manques ou si d'autres clarifications sont nécessaires.
Voilà. Alors, aujourd'hui, si vous allez donc sur cette nouvelle gouvernance et doctrine, vous allez accéder à un formulaire sous format DocX. C'est peut-être pas l'idéal aujourd'hui de fonctionner par un formulaire en format DocX. Donc, on est en train de travailler pour identifier et mettre en place un outil pour mieux recueillir le besoin, mais aussi pour mieux échanger avec vous. Donc, typiquement, on va retrouver des outils de ticketing, potentiellement comme cible, et plein d'autres choses. On a déjà fait des tests. Il faut aussi que ça s'intègre aussi avec nos nouveaux outils. On a vraiment une grosse réflexion là-dessus. Et autre point aussi, c'est que derrière tous ces besoins, vous avez besoin de les voir, vous avez besoin de voir aussi leur évolution, les statuts. Donc, il faut qu'on alimente aussi un tableau de bord. Donc, c'est aussi quelque chose sur lequel on travaille aujourd'hui. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit pour l'expression de besoin. On peut peut-être passer au change proposal. Loïc, s'il te plaît. Alors, en parallèle, peut-être que c'était moins identifié avant dans la gouvernance et peut-être moins visible, mais voilà, il y a tout ce qui est proposition de changement, notamment sur des volets existants. Donc, on a créé un formulaire, là aussi DocX, mais pareil, ça pourrait évoluer sur le format, pas sur le contenu. Là, on sollicite surtout sur le contenu pour ces formulaires. Ce formulaire, il est inspiré de ce qui existe déjà au niveau d'IHE, HL7. On a regardé bien sûr l'existant. C'est pour me permettre aussi de mieux recueillir ces demandes de changement. Et par rapport à l'expression de besoin, on a voulu quelque chose de plus léger, justement parce que c'est plus sur quelque chose qui existe. Par contre, du coup, nous, après, on va le qualifier sur des changements qui vont être mineurs ou majeurs en termes d'impact mineur. On va retrouver de la différence au niveau par exemple, si c'est un problème, une typo, ce qui nous arrive, une syntaxe, une mauvaise formulation, une définition pas assez claire, ou si on a besoin de rajouter une définition pour clarifier notre spécification. Et inversement, un impact plutôt majeur, si derrière, ça peut avoir un impact sur les systèmes, sur les implémentations existantes. Par exemple, une cardinalité, un élément, un champ qui devient obligatoire et qui ne l'était pas dans les échanges. Au niveau du processus, donc c'est quelque chose d'un peu plus micro par rapport à l'expression de besoin, vous verrez, avec bien sûr, que ce soit dans l'expression de besoin ou dans le change proposal, l'idée c'est quand même j'ai déjà dit, mais qu'il y ait de l'échange, donc de pouvoir aussi échanger avec le demandeur, mais aussi avec les parties prenantes, donc donner de la visibilité par rapport à ces échanges. Et partager et clarifier le mode de fonctionnement sur cette change proposal, parce que c'est quelque chose qui existait déjà, mais potentiellement qui n'était pas forcément visible, que nous-mêmes, on s'auto-alimente en demande de changement ou par rapport à des retours qu'on peut avoir du terrain, on le traduit par des demandes de changement, mais c'est peut-être plus en interne que ce processus existait et vous ne le voyez pas. Du coup, vous ne voyez pas non plus les avancements, les statuts. Et c'est pas une nouveauté du coup, parce qu'on le faisait déjà, c'était déjà affiché. Les change proposals mineurs, bien sûr, on va les faire un peu plus au fil de l'eau, amélioration continue, donc c'est un peu plus simple, plus facile à prioriser. Par contre, pour tout ce qui est change proposal majeur avec impact, là, par contre, on passera en concertation, on fera des lots, sauf exception. Les exceptions, c'est quoi? C'est un contexte de réglementation, on va devoir aller plus vite que ce rythme biannuel, ou le Ségur, par exemple, aussi, que vous connaissez tous. Donc tout ça, pareil que pour les expressions de besoin, l'idée, c'est d'outiller pour faciliter le recueil, mais aussi les échanges, que ça puisse être visible, tracé, et que vous puissiez avoir plus facilement accès aussi au statut, à l'avancement par rapport à cette change proposal, et aussi et puis que ça soit visible pour tout le monde aussi. Voilà. Du coup, je vais conclure du coup sur cette présentation. On peut passer à la diapo suivante. Loïc, je ne vois pas. Merci. Du coup, voilà, je conclue un peu sur cette présentation réalisée avec mes collègues. Du coup, ici, vous allez retrouver deux liens. Donc, le lien vers la doctrine, donc ce qu'on vous propose, donc un lien où vous allez retrouver tous les éléments doctrine et gouvernance. Donc, n'hésitez pas à aller dessus. Et puis, bien sûr, si vous avez des retours, maintenant, on a mis une concertation depuis une semaine, et là, vous retrouvez le lien vers cette concertation publique. Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que l'on vous propose
pour nous permettre de l'améliorer et aussi de voir si on va dans le bon sens par rapport à ce qu'on vous propose. Voilà. On vous remercie pour votre attention. Peut-être qu'on peut prendre quelques questions. On a un petit peu de temps. Thomas, je ne sais pas si on peut ouvrir les micros pour les questions. Peut-être que c'était tellement clair et pas du tout technique, il n'y a aucune question, ça serait super. Il y avait quelques questions dans le chat. Ouais, peut-être on peut passer en revue les questions. On a répondu à quelques questions, mais j'ai l'impression qu'on avait raté quelques-unes. Alors, est-ce que Fire va devenir obligatoire? Donc, il y a un cas où Fire est énoncé dans le Ségur et c'est dans la consommation de l'annuaire santé, donc la diffusion des professionnels de santé et des organisations. Et effectivement, du coup, comme l'a dit Abdelali, tous les pays européens sont assez d'accord et il y a un consensus qui se fait sur l'utilisation de Fire, sur l'usage, sur le partage d'informations médicales transfrontalier. Dominique. Il faut... J'autorise le micro. Ah, oui, c'est bon. Voilà, sauf erreur, ça marche. Ah, c'est bon. Ouais. Bonjour. Pour rebondir sur cette notion de rendre obligatoire, il faut être vigilant sur une chose, c'est que si on le rend obligatoire dans Open2, par exemple, il y a un délai de mise en œuvre et de diffusion dans les établissements qui est long, parce que c'est au rythme des différents projets, et c'est pas parce que c'est dans la norme et que c'est obligatoire que pour autant c'est vécu sur le terrain. Du coup, il y a peut-être un intérêt particulier à faire la promotion des passerelles que vous avez évoquées, qui permettent de traduire, je sais pas quoi, peut-être de mettre à disposition des outils de transcription d'une norme dans l'autre pour faciliter une migration plus rapide, ne pas empêcher certaines solutions d'aller vers la cible dès que possible, mais pas obtenir ce qui ne sera pas apprécié de nos grandes autorités, là, une cassure sur les usages ou les résultats ou les indicateurs qu'on mesure, sous prétexte que tout le monde est resté sur CDA et pas encore sur Fire ou je ne sais pas quoi d'autre, quoi. C'est exactement. Il y a toujours un écart important, pardon d'être long, entre le principe fort vertueux ou bien construit, enfin je discute pas ça, et puis la mise en œuvre. Et ça va avec une remarque que j'ai mis dans le chat, mais j'ai vu la réponse et il n'y a peut-être pas besoin d'y aller plus loin, mais sur la nécessité de conseiller, d'aiguiller, etc. Toutes les chefferies de projet qui doivent mettre en œuvre les choses, et pas seulement les développeurs qui, bien sûr, seront très experts de tout ça, mais avec un autre angle de vue. Oui, du coup, sur l'aspect transformation, c'est à peu près ce qu'on avait en tête pour l'instant. Donc, c'est vraiment de proposer un premier mapping de transformation CDA vers Fire qui ne serait pas complet forcément. Et l'idée, c'est pas nous de le maintenir et d'être responsable de cette transformation, mais de donner les premières briques pour permettre de faciliter aux éditeurs de faire cette transformation et de s'approprier les outils. Que ce ne soit pas vous directement, on peut tout à fait le comprendre, mais ça peut être l'objet de certaines offres industrielles ou pas, et peut-être promues par, alors je ne sais pas qui, la DNS, l'ANS, enfin qui de droit, pour que la capacité à faire concrètement soit au rendez-vous. Parce qu'on en est encore loin de le réflexe habituel de quelqu'un qui est sur le terrain et pas forcément dans une équipe très à la pointe de tout ça. C'est de dire, tiens, il me faut de l'interopérabilité, bien sûr, et donc je vais inventer un truc, un tableau Excel, un machin, enfin un bidule qui va répondre à mon besoin tout à fait local. Et puis, bien sûr, ça réinvente la poudre, tire l'arigot, c'est pas efficace, quoi. Ouais, et c'est aussi un problème qu'on a de bande passante. Malheureusement, on n'a pas le temps d'accompagner
tous les acteurs, du coup, ont réfléchi vraiment à comment optimiser au maximum de temps pour aider un maximum l'ensemble de la communauté. Et je pense que ça, Mais bah, peut-être d'autres peuvent le faire aussi. Hein. Ouais, justement, Voilà. c'est pour ça qu'on a défini la notion d'unité de production externe dans cette nouvelle mouture de gouvernance. C'est qu'on va pouvoir donner la main à des unités externes pour prendre en charge sous la direction, la surveillance ou ce que vous voulez de l'ANS. Mais comme ça, on ne sera pas un peu un goulot d'étranglement pour les cas d'usage que font remonter l'écosystème. Merci. Je vous en prie. Il y a Philippe. Oui, bonjour à tous. Je reprends un élément que je mettais dans le fil, mais c'est plus une question de principe quelque part, de principe. C'est sur le caractère obligatoire ou pas, ou l'articulation avec les programmes nationaux, etc. Parce que si on laisse faire les acteurs, je veux dire volontairement comme ça, aller à la vitesse où ils veulent aller, je ne sais pas combien de temps ça va prendre cette histoire. Or, on a quand même un certain intérêt en termes pour faciliter la réutilisation des données, pour avoir des données de meilleure qualité, enfin bref, on peut énumérer les bénéfices, à ce que l'ensemble des acteurs bougent vers ces normes. Et je pointais l'expérience américaine, ça fait 15 ans que les Américains sortent des programmes en rendant l'interopérabilité obligatoire, elle était massivement sponsorisée. Maintenant, ceux qui ne sont pas interopérables, ils sont massivement sanctionnés. Ça, c'est à la méthode américaine. Sauf qu'aujourd'hui, on constate que leurs SI sont massivement interopérables. Je vais le dire comme ça. Et au final, avec des DPI qui sont juste bluffants, quoi, par la capacité à intégrer les données et les différentes API dans tous les sens. Donc, je pense qu'il y a une question de principe. Pour ne pas laisser seulement les gens aller quand ils ont envie d'y aller, quoi. Il y a probablement une question de politique globale et de cohérence de cette Exactement. politique, en insistant sur ce qui vient d'être dit, évidemment sur la notion calendaire, hein, parce que si la norme n'existe pas, le temps de la définir, de la mettre dans les produits, qu'elle soit déployée, qu'il y ait des usages, bah, peut-être qu'il faudra 3 ans, 5 ans. Donc tout ça, je ne suis pas forcément je mettais Open2 comme exemple, mais voilà. Et donc là, il y a vraiment une question de principe pour moi qui m'interroge sur la gouvernance globale du cadre d'Interop et plus globalement des programmes qui sont menés. Donc je pense que ça peut être un sujet. Et je voudrais juste rajouter un point que je n'ai pas mis dans le chat. Ça vaut le coup de faire très attention à la réalité des implémentations aussi. Parce que d'expérience, quand on essaye de faire du Fire entre plusieurs applis, en multi-hébergeurs, en rajoutant les contraintes de sécurité, d'HDS et de je sais pas quoi, eh ben, au bout d'un moment, on revient à un bon fichier à plat parce qu'on n'y arrive pas, quoi. Et ça, c'est du vécu. Je caricature là aussi un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même faire très attention à la faisabilité et au réalisme de la mise en œuvre, et ça se teste, quoi. Donc prévoir également faciliter les tests, faciliter les protos, enfin, et réfléchir à la mise en œuvre opérationnelle de tout ça, c'est également une piste nécessaire, je pense, pour favoriser l'adoption. Donc il n'y a pas que des questions de développeurs, il y a aussi ceux qui le mettent en œuvre pour de vrai, donc ça peut être les mêmes, mais pas forcément. Donc là, il y a un sujet sur l'accompagnement de tous les acteurs, je pense, probablement. Merci. Et comme vous l'avez dit, il y aura aussi effectivement il y a forcément une phase de transition, puisque entre les différents, entre CDA, Fire notamment, il y a forcément une phase de transition, donc il n'y a pas effectivement qu'un sujet développement, mais un sujet aussi calendaire, projet, pour pouvoir assurer cette transition aussi, et comment. Effectivement, c'est quelque chose que, à titre personnel, je devrais un peu plus creuser, c'est l'aspect juridique et de l'interopérabilité. Comment est-ce qu'on peut rendre obligatoire à juste milieu sans rendre obligatoire des choses impossibles à mettre en place? Donc vraiment être à l'écoute, en fait, des juristes et des personnes de terrain pour arriver à trouver disons, les briques socles indispensables à l'interopérabilité. Je reviens sur l'articulation avec les programmes, pardon, c'est aussi pour aider à déterminer des priorités. Vous voyez, par exemple, quand on a fait de l'open phase préalable et du DMP, du machin et du truc, on se dit, ah mais zut, il faut gérer les non-oppositions et les consentements. Donc ça veut dire que ça va être prêt dans les gaps, les portails à l'hôpital, donc ça va aller dans le DPI, donc on a besoin d'interop. Bon, on est parti, extension, IHE, très bien. Donc, je ne dis pas qu'il faut pousser IHE, mais j'illustre juste le point qu'à partir d'un sujet qui était prioritaire dans un programme national, en remontant, on tombe sur des sujets d'interop. Et c'est en ça, je pense qu'il y a un lien entre les deux.
Et là, se dire mature, pas mature, bon, etc. Donc, on peut tirer des plots et peut-être, au travers de programmes, j'ai pris Open, mais il peut y en avoir d'autres, hein, parce qu'il y a Care, enfin, il y a Hospiconnect, il y a d'autres sujets comme ça, où se dire, ben là, il y a des champs entiers de normalisation où on n'est pas bien, où il y a beaucoup de boulot. Parler sur Open du domaine RH, par exemple, ben, sur le RH à l'hôpital, je pense qu'il y a du boulot sur Fire pour arriver à bien le couvrir. Donc voilà, c'est juste des exemples pour aider à déterminer les priorités de travail. Je pense que voilà, voir ce qui va sortir dans les programmes et inversement contribuer, ça peut aider aussi dans la gouvernance. C'était ça, je voulais à nouveau illustrer le point. Alors, c'est pour ça aussi que dans les volets du CISIS, il y a aussi une partie spécification fonctionnelle avec tout ce qui est partie cadre juridique et orientation organisationnelle dans tout ce qui est élaboration et spécification. Il y a tous ces éléments aussi qui doivent être pris en compte. Et c'est les rôles des comités qu'on retrouve dans la gouvernance qu'on décrit de faire cette priorisation. Donc, le sujet est abordé, traité dans cette nouvelle mouture de gouvernance. Hein. Très bien, très bien. Merci. Quelqu'un d'autre souhaite intervenir, poser une question, commenter. N'hésitez pas à lever la main. Il n'y a pas de questions. On pourrait arrêter là. N'hésitez pas à aller sur cette nouvelle doctrine de gouvernance et nous faire un retour via la concertation. N'hésitez pas. Aujourd'hui, on a fait un focus, un résumé des éléments de cette nouvelle doctrine de gouvernance. Vous aurez plus de détails dans le lien qui est affiché. Et tous les retours sont les bienvenus, on est très preneurs. Oui. Parce qu'on n'a pas le point de vue de tout le monde, malheureusement. Exactement. On y travaille, mais... Donc, merci beaucoup pour votre attention. Si pas d'autres questions, on va pouvoir s'arrêter là et on vous souhaite une bonne fin de journée et une bonne fin de semaine. Merci. Merci Au d'être venus si revoir. nombreux. Au revoir. Merci beaucoup.